KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Augustin ou le Maître est là de Joseph Malègue. Elle crut entendre à l'une de ses visites des mots qui lui parurent comme un début de délire et qui l'effrayèrent. « Ce n'est pas le plafond qui tourne, c'est le pôle. » Consulté, le médecin dit que cela lui semblait impossible et qu'elle avait du mal à comprendre. Et en effet, elle ne l'entendit plus. Elle se rappelait l'inquiétant avis. Il perd 50% de ses chances. Mentalement, elle suppliait Dieu qu'il ne fût pas jusqu'au bout de ces âmes qui durcit la douleur. Elle put se croire exaucée subitement. Le lendemain, lors du premier déjeuner, son frère lui parut inexplicablement changé. Il lui parla d'un ton doux, presque timide, comme s'il avait une demande difficile à lui adresser, et même quelques pardons à obtenir. Du reste, il ne dit rien qui ne se rapportât à sa maladie, encore moins à la lettre qu'il avait écrite. À son grand étonnement, il la pria, dès que le médecin fut arrivé, de lui atteindre un portefeuille qu'il disait avoir laissé dans un veston, lui-même accroché à la penderie de l'ancienne chambre de cercueil. Seul devant le médecin, il demanda avec hâte et netteté. « À votre avis, j'étais porteur de bacilles très longtemps avant cette hémoptysie. Des Pâques, par exemple ? » « Peut-être même avant, » dit l'autre. Ils se regardaient tous les deux, les yeux également luisants et fixes. Après quelques secondes d'une sorte de duel muet. « C'est moi, » dit Augustin, « qui ai tué l'enfant de ma sœur. » Le médecin, pourtant fort maître de ses ripostes, met une dizaine de secondes à trouver. « Vous avez rêvé cela cette nuit ? Vous auriez mieux fait de dormir. » Mais sa rudesse parut factice au malade. D'ailleurs, celui-ci négligea toute diversion et embranchements latéraux. « Elle ne l'ignore pas ? Non, n'est-ce pas ? Oui, je sais. Vous ne répondrez rien. » « Je ne répondrai rien parce que je ne sais rien, ni moi, ni personne. » Mais Augustin n'écoutait pas. Il se rappelait la question. Il toussait depuis Pâques. Il revoyait dans les derniers jours de l'enfant certains rapides regards jetés sur lui par le médecin, et même un autre par sa sœur, après un accès de ce qu'on appelait sa toux de fatigue. On entendit Christine revenir. Quand le médecin fut parti, Augustin continua de cette même voix timide. « Ton congé est de 15 jours ? Oui, heureusement. Peut-être pourrais-je t'en faire donner un second ? Monsieur Rubenson est à la direction de l'enseignement secondaire. Il faut bien que les relations servent. » Cette idée de congé venait là sans grande liaison avec le reste. Rien ne l'appelait ni ne l'annonçait. Ce sujet de conversation ressemblait à ceux qu'on hasarde lorsqu'on pense à toute autre chose, à quoi on ne veut pas avoir l'air de penser. Christine portait encore la toilette qu'elle mettait le matin pour la messe. Une robe de laine noire, informe, râpée sous l'avant-bras, son voile simplement rejeté en arrière et non défait. Elle allait et venait, tranquille, pâle et bien portante, sorte de religieuse funèbre. Il la regardait, posée sur la table de nuit, une assiette vaguement sucrée. Elle lui parlait toujours de la même voix égale. Il était en train de penser qu'il avait eu raison de dire au médecin qu'elle savait. Il lui prit tout d'un coup les mains. « Je ne pourrai jamais assez te remercier. » Christine sentait la chaleur fiévreuse de ses mains. « Tu fais tout. Tu laves jusqu'à ces crachats. Que deviendrais-je si tu n'étais là, toi et ton calvaire ?» Il vit descendre sur lui un sourire dépourvu de toute joie. N'importe quelle infirmière en ferait autant. Tu oublies tes propres souffrances et... Après une hésitation, il acheva simplement. Que n'oublies-tu pas ? Cette demi-clarté fut tout ce qu'il crut possible, et l'allusion tourna court. Il lui tenait toujours les mains.
Il porta à ses lèvres ses mains osseuses et délicates, spontanément ployées en forme de coupe. Il les lui baisa l'une et l'autre, d'un long baiser interrompu, et reprit, comme s'il avait bu. Puis, les laissant retomber. « Je ne puis t'embrasser autrement. Va te laver les mains à l'alcool. Va, je te prie. » Il y avait un flacon d'alcool camphré sur la toilette. Christine dut obéir et s'y passer les mains. Ce fut le lendemain qu'on répondit des sablons. L'enveloppe était grande, gris pâle et portait « Faire suivre ». Christine la remit à son frère, bouleversé d'inquiétude réprimée. Il lit, pâlit à l'extrême limite de la lividité, puis lui tendit la lettre sans un mot. Il s'était rejeté sur l'oreiller, la bouche ouverte et ne regardant rien. Christine pensa que son chagrin à elle ne pouvait plus augmenter. Il était achevé, total, parfait. Au contraire, celui de son frère serait toujours en train de varier. Il y aurait comme des vallonnements, des dépressions, un retour peut-être aux surfaces planes et aussi de grands bouleversements semblables à celui-ci. Elle n'osait pas lire la lettre. Que pouvait-elle contenir ? L'étonnement de ce départ inattendu ? L'espoir qu'aucune tristesse nouvelle ne le motivait ? Il lui semblait deviner et palper les idées dans leurs vêtements d'écriture mondaine, sous le timbrage gris foncé du papier lourd. Ce n'était pas tout à fait ce qu'elle pensait. Immédiatement après le cher monsieur, on annonçait qu'elle partait elle-même dans très peu de jours. Suivait sans transition l'espoir que ce faire suivre lui parviendrait. Cela prenait 3 lignes justes. Après quoi, un second alinéa contenait « Sans doute aurons-nous le plaisir de vous rencontrer cet hiver, et je vous prie de croire à l'assurance de mes sentiments très distingués et sympathiques. Préfaille des Gresses. » Il n'y avait rien entre les 2 alinéas, celui du commencement et celui de la fin. Christine inspectait la lettre comme si quelque chose avait pu s'échapper de l'enveloppe ouverte, quelque chose comme une autre phrase, une phrase médiane qu'elle n'eût pas vue tomber, dont la place fût restée vide, mais il n'y avait rien que cela. Ce regard d'une douceur fraternelle, l'avait-elle réellement aperçu ? Se l'était-elle figuré ? N'existait-il que dans les confidences de son malheureux frère ? Christine ne savait plus. Il était là, immobile, encore tout blanc, des surfaces luisantes suintaient sans effort de sous ses paupières, s'étalaient sur son visage et paraissaient ne pas couler. Il demanda d'une voix banale, indifférent à cette stagnation de larmes, comme si ce phénomène purement physiologique ne l'intéressait pas. « Nous sommes mardi, aujourd'hui ? » « Nous sommes mercredi, » fit Christine. La lettre encore grande ouverte dans ses mains, elle continuait de se dire « Ce n'est pas possible, je ne comprends pas. » Une minute se passa de la sorte. « Qu'est-ce que tu ne comprends pas ?» interrogea-t-il sans tourner la tête, continuant de diriger sur quelque chose de vague, vers le plafond, son visage mouillé. Elle s'aperçut de sa confusion, que sa voix, qu'elle croyait basse, l'avait cependant atteint. Bien entendu, elle ne trouva rien à répondre. « Il devrait exister, commença-t-il, de cette fluide et rêveuse parole dont il usait volontiers pour ses monologues métaphysiques, une sensation spéciale, chargée d'exprimer la dérive des minutes, comme il en existe une pour le sucré, le chaud, le joyeux. Ce serait la conscience d'une certaine puissance de fuite, de descente vers le butoir final. » Il cherchait en même temps autour de lui, sous son oreiller et son traversin, d'un air distrait et agacé. Les périodes dont se compose la vie, minutes, jours, mois, peu importe, nous ne voyons passer d'elles que les événements qu'elles portent sur leur dos. Il découvrit à la fin son mouchoir, le tira, se moucha. Il est étrange que nous ne sentions pas fuir l'essence même de notre vie. Christine se demandait combien de temps durerait cet effort singulier pour dériver la douleur vers les thèmes généraux et métaphysiques.
D'une manière ou d'une autre, les choses s'arrangent pour ne pas durer longtemps. Ce fut sur ces mots qu'il fléchit. Étendu sur l'oreiller, il n'eut pas à changer. Mais Christine entendit et vit les longs sanglots mêlés aux saccades de toux chaudes et de crachats roses, et deux poings rageurs pressés contre sa poitrine. Avec ces crachats roses, la fièvre revint, l'abattement et les sueurs nocturnes. Le médecin exigea 8 jours encore, un retour au lait froid, l'extension à plat sur le lit. « Nous nous sommes trop pressés, disait Christine, d'un ton aussi calme que s'il se fût agi d'un point fautif dans une tapisserie ou dans un tricot. Comme elle s'en retournait, emportant ce morne et éternel bol vide, au fond duquel demeurait un reste bleuâtre, elle entendit une fois sa voix plaintive. « Ne me laisse pas trop seule. » Elle l'abandonnait bien peu cependant. Tout le temps qu'elle ne passait pas dans d'autres chambres, à classer, à mettre de l'ordre, après ces longs bouleversements des maladies et des morts, à préparer le déménagement qu'elle prévoyait, elle prit l'habitude de le lui consacrer totalement. Il manifestait l'état d'esprit des malades, une fatigue à la fois agacée et docile, le goût tout nouveau des plaintes et des épanchements, le besoin d'une présence autour de lui. Elle ne l'avait jamais vu ainsi. D'ailleurs, rien n'était plus variable que sa désolation. Un désarroi général s'étendait sur ses journées, mais non pas uniformément. Il diversifiait ses aspects et ses secousses, la force de son attaque ou de sa langueur, et aussi la conscience qu'il avait de lui-même. Sa forme principale finit par être une recherche obsédante, tourmentée, réprimée, puis reprise, menée pendant des heures, comportant tous les degrés d'attention et de lassitude. Elle se fragmentait de confidences hachées et sans ordre, et aussi de mutismes subis, aussi clairs que ses confidences. Qu'avait-elle pu croire ? Qu'avait-elle pensé ? Qu'avait-elle souffert ? Car enfin, elle avait bien réagi d'une manière quelconque en face de ces 2 lettres affreuses, à supposer qu'elle les eût connues. Qu'une personne comme sa tante, énigmatique, dédaigneuse, indolente et déçue, exerçant son ironie jusque sur ses propres déceptions, que celle-là, du fond de son suspect drame sans drame, lui eût adressé ce chef-d'œuvre de hauteur et de nonchalance, il le comprenait. Mais elle... Les renversements sentimentaux étaient inintelligibles venant d'elle. Ils ne lui ressemblaient pas, ils n'étaient pas elle. Lui avait-on communiqué sa lettre ? Avait-elle lu la réponse ? Et quand ? Qu'avait-elle pensé ? Et que pensait-elle en ce moment même ? Un morceau de salon fleuri, ombreux, doré, d'une précision à toucher les meubles, se laissa traverser d'allées de parc, de corbeilles, de salle à manger, et d'un timbre de voix qui sonnait dans son cœur avec un horrible bonheur déchirant. Oui, que faisait-elle à ce moment même, juste à ce moment, 5 heures du soir, juste quand s'assombrissait sa chambre de malade et que Christine commençait d'allumer de l'autre côté de la porte ? Où allait-elle ? Où était-elle ? Qui lui parlait maintenant dans les endroits où elle était ? Détail stupide devant la distance infinie qui les séparait désormais, et toute la suite des infernales années où elle ne serait pas. Elle aurait dû venir voir. Elle aurait dû. Vous auriez dû. Il vit avec un rire de rage qu'il n'avait pas cessé d'espérer hypocritement qu'elle viendrait, même au pire moment du plus strict devoir, même en sa pauvre lettre funèbre, même dans la stupidité du premier choc et le mortel orgueil de sa réaction première. Pas une de ces choses d'où ne sointa une manière d'obscure et misérable espérance. Vous auriez dû venir, ou alors ne pas faire dire ce que vous avez fait dire. On ne fait pas dire cela. Et puis d'ailleurs, après tout, Herzog avait-il bien compris ? Le souvenir du retour dans cette voiture le noyait maintenant sous une montée de honte, et la main maigre de Monseigneur Herzog sur son bras, et ce coup d'œil vers le chauffeur, et la révélation fulgurante, et la simplicité qu'il avait eue de s'en évanouir. Un mot réapparut dans une sorte de rire. Les infernales années où elle ne serait pas. Combien d'années pensait-il donc vivre ? Oh, fou, fou, fou ! Puis tout cessa. La rage,
le sarcasme et la honte. Non pas l'un après l'autre, mais tous ensemble, se desserrèrent et tombèrent les liens sinueux de cette enquête enragée. Il ne sut jamais pourquoi les temps du grand domaine revinrent, tout seuls par détente, par lassitude, par contraste des jours heureux. Ils étaient vides et purs, comme sa jeunesse, pleins de vent et de soleil. Ses parents vivaient et sa pauvre vieille foi. Il y avait le cousin Jules, il y avait la Fonsainte, et une jeune fille simple, reposante et belle aussi, qu'il avait cru aimer une semaine jadis. « Tu ne veux pas de lampe ?» vint demander doucement Christine. Il fit non de la tête. Son lit était caché dans l'angle d'ombre que formait la porte ouverte sur la salle à manger éclairée. Il surprit le regard de sa sœur posé sur lui à travers cette ombre qu'elle essayait de percer. Il se retourna brutalement contre la muraille. Puis la douleur elle-même s'interrompit. Elle cessa avec une inexplicable soudaineté, fut suivie d'une étonnante minute de calme. Il sut seulement que la souffrance était partie, sans qu'il l'eût senti partir, sans qu'il comprît comment. Elle n'était plus là. C'était tout ce qu'on pouvait dire. Il traversait une période indolore et miséricordieuse, pareille à celle qui coupe les rages de dents. Il se dit que c'était une rémission nerveuse ou mentale. Il en avait besoin. D'ailleurs, elle passerait, elle aussi. Mais il avait la paix pour le moment, jusqu'à ce que soit de nouveau rafraîchie sa faculté de souffrir. Lorsque Christine revint une demi-heure après, de son même pas sourd et doux, il était profondément immobile. Elle s'approcha, se pencha, prit le temps de voir et d'habituer ses yeux. Il dormait. Il lui sembla qu'un brin de duvet s'agitait avec régularité sur son drap, devant son visage, quoique, naturellement, elle ne put voir. C'était trop sombre. La montre pendue à son chevet continuait sa petite fièvre méticuleuse. La nuit fut presque bonne. La dose de soporifique lui fit un long sommeil. Dans l'inertie reposée du matin, il se sentit vaguement confus. Ne pouvait-il éviter de tourner sa pensée vers les côtés inabordables ? Peut-être même aurait-il pu la veille. Il suffisait d'un petit effort, n'est-ce pas ? D'une petite sollicitation vers autre chose. Il avait écrit la lettre qu'il devait écrire. Il avait eu raison. Que voulait-on qu'il fît d'autre ? Et de quoi se plaignait-il ? Que se fût produit ce qu'il avait cherché ? Qu'aucune exception spéciale ne le fût réservée dans la destinée générale des hommes ? Il n'était qu'un faible, un lâche. Ce qu'il fallait faire de ces beaux jours précieux, c'était de les mettre ensemble, comme au milieu d'un linge blanc, puis nouer ensemble les quatre bouts. Et c'était fini. Il sentit gonfler et déborder des profondeurs de ce mot fini, une inondation de désespoir, comme la veille, exactement comme la veille. Mais cette fois, un mou, pluvieux, indéfinissable désespoir. Un faible et lâche. Il avait pourtant l'exemple devant lui. Un faible et un lâche. Ces deux mots avaient une sorte de mollesse tactile, une saveur, comme un mois auparavant le mot de mort, et il les retournait aussi dans la bouche. Ils avaient le goût des pleurs, des résignations plates, des renoncements abandonnés, tout un écœurement mélange de chagrin, d'attendrissement et d'ancien bonheur. Dans quelques années, on ne saurait plus si ces moments heureux avaient été véritables, ou espérés, ou rêvés. On ne saurait plus bien. Tout serait confus. On ne distinguerait plus. Alors à quoi bon distinguer maintenant ? Il n'y avait qu'à laisser le tout dans son irréalité misérable. Car c'était bien la forme que cette aventure aurait prise plus tard, s'il y avait eu un peu plus tard, lorsqu'il eût été vieux, s'il avait pu devenir vieux. Ah, fou, fou, fou. C'était ça son désespoir. Une nausée morale soulevait sa poitrine. Le désordre où il se sentit plongé lui fut subitement insupportable. Désordre de son lit, de sa chambre, de sa pensée,
tous les désordres dans un même désordre. Hier, c'était le thème de l'amertume et de l'insulte. Aujourd'hui, celui des résignations fades. Il y avait ainsi des thèmes variables, avec son degré d'excitation ou d'inertie, peut-être avec les heures, ou sa dose de sommeil, ou les associations de ses idées, le dégoût de tout et le dégoût de tous. Quand donc aura-t-il la paix et le long silence autour de sa grande misère ? Un reclassement de ses motifs tel qu'il put fournir, juste pour quelques mois, une acceptation toute unie, plus encore que celle de Christine, quelque chose comme l'acquiescement de la mère Rambaud, et même plus bas encore, un plat consentement de brute. Il s'enfonça dans un mouvement enragé dans un oreiller qui sentait la sueur et la plume. En même temps, un de ses coups de bras abattit la couverture sur la tasse, la jeta à terre, la cassa. Christine put venir, appelée par ce bruit de vaisselle, relever les morceaux, les emporter, sans qu'il sortît de sa furie inerte. Enfin, d'un jaillissement spontané, une consolation naquit très simple, souveraine et désespérée. Le désespoir faisait pont, une pile dans cette boueuse souffrance, mais l'autre déjà sur les terrains glacés. Il lui semblait passer sur l'arche unique de ce pont. Les termes de la consolation étaient si simples, en effet, si extraordinairement simples, qu'il s'était laissé cacher sous toutes les bigarrures du momentané. Pas étonnant que leur efficacité eût échappé à sa vue. Mais ces bigarrures ne tenaient pas. On les grattait de l'ongle, et les termes de la consolation ressortaient. Ils étaient ceux-ci. Au bout d'un certain nombre de mois, vous entendez bien, des mois, il serait mort. Que la mort fût ceci ou cela, chargée ou non de divinité, terminaison ou espérance, elle présentait une caractéristique infiniment simple et élémentaire, qu'il était de mettre fin à sa vie. Ce qui le séparait d'Anne, ce n'était pas tant le strict devoir, la loyauté, la délicatesse, tout le contenu secondaire de son tendre et tragique amour, c'est le fait qu'il allait mourir. L'être glacial, abandon, oubli, qu'est-ce que tout cela, grand Dieu ? Le tout était de bien s'en pénétrer, de bien se le fourrer dans la tête, car il convenait, n'est-ce pas, de choisir des termes familiers et populaires, ceux mêmes qu'eût employés la pauvre mère Rambaud. Ainsi, cédaient autour de lui toutes les contre-pressions des choses. Les livres, ses livres, sa carrière, nausée et néant. La curiosité métaphysique, qu'importe à ceux qui dans 3 mois iront voir, même nausée et même néant. Toute sa vie, il en voyait le symbole sous ses yeux. Une tasse cassée, une chambre silencieuse et cet appartement désert. Ceux qui l'attendaient hors de sa vue, à l'autre bout de ce ruban mal tendu, long de 3 mois, c'était la vieille mort, amie des hommes, solide camarade, une bonne et brave mort tranquille, la seule chose au monde qui ne trompa point. Ce jour-là, Christine le trouva très calme, très lointain, très sombre. L'après-midi du lendemain, il prononça quelques mots qui frappèrent Christine. Il commença de parler sur des sujets généraux et impersonnels où figuraient les stoïciens du second siècle, leur indifférence dogmatique, la distance où ils étaient de Zénon le Phénicien ou l'hymne de Cléonte. Assise auprès de lui, Christine classait les correspondances reçues à l'occasion de leur deuil et s'occupait d'y répondre. « Ne te fatigue pas », conseillait-elle. Il répondit « Je ne crache plus de sang », et il continua ses cogitations. Sans doute cherchant un point central pour leur âme, ils avaient moins besoin de dogmatique que de sérénité. L'une ne mène pas à l'autre. Sans la soif, j'ignorais que j'ai besoin d'eau. Mais ma soif ne fait pas que j'ai de l'eau à boire. Il sembla à Christine que même en ces pauvres moments calmes, son frère désirait surtout la reconquête purement utilitaire d'un équilibre moral perdu, qu'il cherchait moins le royaume de Dieu et sa justice que la sérénité qui en eût été le surcroît. Rien n'indiquait que ce point de vue central dont avait besoin son âme, il s'efforça de le trouver sur les cimes chrétiennes. Christine se demandait s'il l'y chercherait jamais. Elle s'en désolait secrètement,
et cette peine prenait place parmi les autres. Il s'étendit de nouveau à plat sur son lit, masque immobile et tout blanc. Christine ne pouvait deviner qu'il y avait au sablon trop de souvenirs de conversation et de musique où sonnait ce mot de sérénité. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Augustin ou le maître est là de Joseph Malègue. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.